Il y a, dans notre seule galaxie, plus de 100 milliards d'étoiles, et autour d'une grande part d'entre elles tournent des planètes, par milliards. La nôtre n'est qu'une parmi ces multitudes, posée au bord d'un bras spiral, perdue dans une banlieue tranquille de la Voie lactée. Et au-delà de notre galaxie s'en étendent des centaines de milliards d'autres, chacune emplie de ses propres soleils, de ses propres mondes. Les chiffres dépassent l'entendement. Le nombre d'étoiles dans l'univers observable est plus grand que le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Et pourtant, quand nous tendons l'oreille vers le ciel, quand nous scrutons l'espace de tous nos instruments, nous n'entendons rien. Aucune voix ne nous parvient, aucun message, aucune réponse. Le cosmos, dans toute son immensité grouillante de mondes, reste d'un silence absolu. Cette nuit, je vais te raconter pourquoi, et la réponse, quelle qu'elle soit, est l'une des plus troublantes que la science ait jamais affrontée. Car voici le cœur de l'énigme, et il est si simple qu'un enfant pourrait le formuler. Si l'univers est si vaste, s'il regorge d'étoiles et de planètes, si la vie est apparue ici, sur ce caillou ordinaire autour d'une étoile ordinaire, alors elle aurait dû apparaître ailleurs aussi, des millions de fois, des milliards de fois peut-être. Et parmi toutes ces vies, certaines auraient dû devenir intelligentes, bâtir des civilisations, et finir par lancer vers les étoiles des sondes, des signaux, des traces de leur existence. Le ciel devrait être bruyant. Il devrait fourmiller de présence. Et au lieu de cela, il se tait. Cette contradiction porte un nom. On l'appelle le paradoxe de Fermi. Et reste avec moi cette nuit, car nous allons explorer ensemble chacune des réponses possibles, l'une après l'autre, des plus rassurantes aux plus vertigineuses, jusqu'à comprendre ce que ce silence pourrait vouloir dire pour toi, pour nous, pour l'avenir tout entier. Commençons par l'homme qui a donné son nom à ce paradoxe, car son histoire mérite d'être contée. Nous sommes en 1950, dans le laboratoire de Los Alamos, aux États-Unis. C'est l'été, et plusieurs physiciens parmi les plus brillants de leur génération marchent ensemble vers la cantine pour le déjeuner. Parmi eux se trouve Enrico Fermi, un Italien exilé, l'un des plus grands esprits de la physique du XXe siècle, l'homme qui avait dirigé la construction du premier réacteur nucléaire au monde. En chemin, la conversation roule sur un sujet léger, presque amusant, les soucoupes volantes, dont les journaux parlaient beaucoup à l'époque, et la possibilité de voyages plus rapides que la lumière. On rit, on plaisante, on s'assoit à table. La discussion glisse vers d'autres choses. Et puis, au beau milieu du repas, sans préavis, dans un silence, Fermi lève les yeux et lance cette question devenue légendaire. Mais au fait, où sont-ils tous? Il faut que tu te représentes la scène, car elle a quelque chose de presque comique, et pourtant elle contient en germe l'une des plus grandes questions de la science. Ces hommes attablés n'étaient pas n'importe qui. Ils sortaient tout juste d'années où ils avaient manipulé les forces les plus puissantes de la nature, où ils avaient mesuré l'univers et compté ses atomes. Fermi, en particulier, était célèbre pour une chose: sa capacité à estimer en un éclair, de tête, des ordres de grandeur que personne d'autre n'aurait su approcher. On raconte qu'il pouvait deviner le nombre d'accordeurs de piano d'une grande ville en quelques secondes, juste en enchaînant des estimations raisonnables. C'était sa marque, sa signature d'esprit. Il aimait prendre une question vague et la réduire, par une suite de petits raisonnements, à un chiffre. Et c'est exactement ce qu'il fit là, entre deux bouchées, à propos des civilisations des étoiles. Ses compagnons comprirent aussitôt de quoi il parlait, même si la conversation avait dérivé depuis longtemps. Il parlait des extraterrestres. Il venait, en quelques instants, dans sa tête, de faire un calcul vertigineux. Il avait songé à l'âge de la galaxie, à son immensité, au nombre d'étoiles et de planètes qu'elle devait contenir, autant qu'il aurait fallu à une civilisation un peu en avance sur nous pour la coloniser tout entière. Et la conclusion s'imposait, brutale. Si seulement quelques civilisations technologiques étaient apparues dans l'histoire de la galaxie, elles auraient eu tout le temps de la parcourir d'un bout à l'autre, de s'y répandre, de laisser partout des traces de leur passage. La galaxie est si vieille, des milliards d'années, qu'une seule civilisation un tant soit peu expansionniste aurait suffi à la peupler. Alors où sont-ils? Pourquoi ne les voyons-nous pas? Pourquoi ne sont-ils pas déjà ici? Cette question, posée presque comme une boutade autour d'un déjeuner, allait hanter la science pour les décennies à venir. Et nous n'avons toujours pas de réponse certaine.
Il faut que tu comprennes pourquoi cette question est si redoutable, car son apparente simplicité cache une force terrible. L'intuition de Fermi reposait sur une idée que les chercheurs appelleraient plus tard la colonisation de la galaxie. Imagine une civilisation capable de voyager entre les étoiles, même à une vitesse modeste, bien inférieure à celle de la lumière. Elle envoie quelques vaisseaux vers les étoiles les plus proches. Là, ces voyageurs s'établissent, construisent, prospèrent, et après quelques siècles ou quelques millénaires, envoient à leur tour de nouveaux vaisseaux vers de nouvelles étoiles encore plus lointaines. De proche en proche, comme une vague qui se propage, comme une goutte d'encre qui se diffuse dans l'eau, la civilisation gagne du terrain. Et même en avançant ainsi par petits bonds, même avec d'immenses pauses entre chaque étape, le calcul donne le vertige. En quelques millions d'années à peine, une telle vague pourrait traverser toute la galaxie. Or quelques millions d'années, à l'échelle des âges cosmiques, ce n'est presque rien. La galaxie a plus de 10 milliards d'années derrière elle. Il y a eu 1000 fois le temps qu'il fallait. Alors le ciel devrait porter les marques de ces passages. Et il n'en porte aucune. Pour bien saisir cette idée de vague qui se propage, prends une image plus proche de toi. Songe à la façon dont les hommes ont peuplé la terre entière. Partis d'un coin d'Afrique, nos ancêtres n'ont jamais entrepris, en tant que tels, de conquérir la planète. Ils avançaient simplement de proche en proche, une vallée après l'autre, une côte après l'autre, chaque génération repoussant un peu la frontière. Et pourtant, en quelques dizaines de milliers d'années à peine, une durée infime à l'échelle géologique, ils avaient gagné tous les continents, des forêts tropicales aux toundras glacées, des îles les plus reculées aux déserts les plus arides. Personne n'avait planifié cette conquête. Elle s'était faite d'elle-même, par la seule logique de l'expansion. C'est exactement ce raisonnement que Fermi appliquait à la galaxie. Une civilisation n'a pas besoin de vouloir tout coloniser. Il lui suffit de s'étendre un peu, de proche en proche, et le temps fait le reste. Le temps, dont la galaxie dispose en quantité presque infinie. On a même imaginé des moyens d'accélérer cette conquête sans même envoyer d'êtres vivants. Une civilisation pourrait construire des sondes capables de se reproduire elles-mêmes. Une telle sonde, lancée vers une étoile proche, y trouverait de la matière, des astéroïdes, des planètes, et s'en servirait pour fabriquer des copies d'elle-même, qui repartiraient à leur tour vers d'autres étoiles, et ainsi de suite. Une seule sonde de départ pourrait, par cette multiplication, essaimer dans toute la galaxie en quelques millions d'années, sans qu'aucun être vivant n'ait à voyager. Et si une telle vague de sondes s'était propagée un jour, ne devrions-nous pas en trouver des traces, ici, dans notre propre système solaire, parmi les astéroïdes ou les lunes? En a church. On n'a rien vu. Et chaque fois que l'on imagine un moyen par lequel une civilisation aurait pu se signaler, on se heurte au même mur, le ciel ne montre rien. Arrête-toi sur l'ampleur de ce raisonnement, car il a quelque chose d'implacable. Pour que le paradoxe disparaisse, il ne suffit pas que la vie soit rare. Il faut qu'elle soit, d'une manière ou d'une autre, presque impossible, ou bien qu'aucune civilisation, jamais, dans toute l'histoire de la galaxie, n'ait franchi le pas de l'expansion. Une seule exception suffirait à tout changer. Une seule civilisation un peu plus ancienne, un peu plus audacieuse que nous, et la galaxie entière en porterait la trace. C'est cela qui rend le silence si assourdissant. Ce n'est pas qu'on n'ait pas trouvé grand-chose. C'est qu'on n'ait rien trouvé du tout, alors que la logique des nombres nous crie qu'il devrait y avoir quelque chose. Garde cette tension à l'esprit tout au long de cette nuit, car c'est elle, ce désaccord entre ce que les chiffres promettent et ce que le ciel nous montre, qui est le véritable paradoxe. Et chaque hypothèse que nous allons explorer est une tentative de réconcilier les deux. Pour mettre des nombres sur cette intuition, un autre homme entre en scène, une dizaine d'années plus tard. Il s'appelle Frank Drake, et c'est un jeune astronome américain passionné par l'idée de chercher d'autres civilisations. En 1961, il réunit une poignée de scientifiques pour réfléchir ensemble à cette question, et pour préparer cette réunion, il griffonne une formule au tableau. Cette formule, devenue célèbre, porte aujourd'hui son nom, l'équation de Drake. Ne t'effraie pas du mot équation, car il n'y a là rien de compliqué. C'est simplement une façon ordonnée de découper la grande question en plus petites questions. Drake voulait estimer combien de civilisations, dans notre galaxie, pourraient en ce moment même émettre des signaux que nous serions capables de détecter.
Et pour y parvenir, il proposa de multiplier ensemble une série de facteurs, chacun répondant à une étape du long chemin qui va d'une étoile à une civilisation qui parle. Il faut dire un mot de cet homme, Frank Drake, car il a consacré sa vie entière à cette question, depuis ce jour de 1961 jusqu'à la fin de ses jours. C'était un esprit rigoureux mais audacieux, de ceux qui osent poser avec sérieux les questions que les autres jugent farfelues. Là où beaucoup haussaient les épaules à l'idée de chercher des civilisations lointaines, lui voyait une question scientifique légitime, qui méritait des instruments, des méthodes, du temps. Et son équation n'était pas destinée, au départ, à donner une réponse. Elle était un ordre du jour, une liste des choses dont il faudrait parler à la réunion qu'il préparait. Il avait simplement écrit, dans l'ordre, toutes les inconnues qu'il faudrait estimer pour répondre à la grande question. Mais cette liste s'est révélée si claire, si juste dans son découpage du problème, qu'elle est devenue l'un des outils de pensée les plus durables de toute l'astronomie. Suis le raisonnement, car il est lumineux dans sa simplicité. D'abord, combien d'étoiles naissent chaque année dans la galaxie? Ensuite, parmi ces étoiles, quelle fraction possède des planètes? Puis, parmi ces planètes, combien sont propices à la vie? Ni trop chaudes ni trop froides, avec de l'eau peut-être? Ensuite, sur ces mondes habitables, sur combien la vie apparaît-elle vraiment? Et parmi les mondes vivants, combien voient émerger une vie intelligente? Et parmi les intelligences, combien développent une technologie capable d'émettre vers les étoiles? Et enfin, dernière question, la plus poignante peut-être, combien de temps une telle civilisation dure-t-elle avant de disparaître ou de se taire? En multipliant tous ces nombres les uns par les autres, on obtient une estimation du nombre de civilisations qui, à cet instant, pourrait nous adresser un signe. L'équation de Drake n'est pas une réponse. C'est une carte des inconnus. Elle ne dit pas combien il y a de civilisations. Elle dit seulement de quoi dépend la réponse. Et c'est là que se révèle toute son honnêteté et toute sa cruauté. Car parmi les facteurs de l'équation, certains sont aujourd'hui assez bien connus, et d'autres demeurent presque tout à fait mystérieux. Nous savons assez bien combien d'étoiles naissent dans la galaxie. Et depuis quelques dizaines d'années, grâce à la découverte de milliers de planètes autour d'autres étoiles, nous commençons à savoir que les planètes sont chose commune, qu'elles abondent autour de presque toutes les étoiles. Ces deux premiers facteurs penchent du côté de l'abondance. Mais ensuite, le sol se dérobe. Sur combien de mondes la vie apparaît-elle pour de vrai? Nous n'en savons rien, car nous ne connaissons qu'un seul exemple de vie, la nôtre. Et avec un seul exemple, impossible de savoir si la vie est un miracle rarissime ou un phénomène qui surgit dès que les conditions le permettent. Quant à l'intelligence et à la durée de vie d'une civilisation, ce sont des inconnues presque totales. Selon les valeurs que l'on choisit, l'équation peut donner des millions de civilisations bavardes, ou bien une seule, isolée, perdue. Une seule. La nôtre. Il vaut la peine de s'attarder sur ce qui, justement, a changé dans cette équation depuis l'époque de Drake, car c'est l'un des grands bouleversements de la science récente. Quand Drake écrivit sa formule, en 1961, on ne connaissait aucune planète en dehors de notre propre système solaire. Pas une seule. On supposait qu'il devait en exister ailleurs, autour d'autres étoiles, mais c'était une croyance, pas un fait. Personne n'en avait jamais vu. Le facteur de l'équation qui demandait quelle fraction des étoiles possède des planètes était une pure inconnue, un point d'interrogation total. Et puis, à partir des années 1990, tout a basculé. Les astronomes ont mis au point des méthodes ingénieuses pour détecter ces mondes lointains, invisibles, noyés dans l'éclat de leur étoile. Comprends bien à quel point ces détections sont délicates, car cela rend l'exploit plus admirable encore. Une planète n'émet presque pas de lumière par elle-même. Elle ne fait que refléter celle de son étoile, et cet éclat est des milliards de fois plus faible que celui de l'astre auprès duquel elle gravite. La voir en face, c'est comme tenter d'apercevoir une luciole posée sur un phare aveuglant, à des milliers de kilomètres. Alors les astronomes ont ruse. Plutôt que de chercher la planète elle-même, ils ont guetté son effet sur l'étoile. Une planète qui passe devant son étoile, vue depuis la Terre, en masque une fraction infime de la lumière, qui s'atténue un peu, puis revient. En guettant ces minuscules clignotements réguliers, on peut deviner la présence d'un monde invisible, et même mesurer sa taille et la durée de son année.
D'autres méthodes traquent le très léger balancement que la planète imprime à son étoile par sa propre attraction, un imperceptible va-et-vient qui trahit sa masse. Et la moisson a dépassé tous les espoirs. En quelques décennies, les astronomes ont découvert des milliers de ces planètes, qu'on appelle des exoplanètes, des mondes tournant autour d'autres soleils. Des géantes de gaz plus grosses que Jupiter, brûlantes, frôlant leur étoile en quelques jours. Des mondes de roches, peut-être semblables à la Terre. Des systèmes entiers de plusieurs planètes serrées les unes contre les autres. Et la grande leçon de toutes ces découvertes est sans appel, les planètes ne sont pas rares. Elles sont la règle, pas l'exception. Presque chaque étoile, semble-t-il, possède son cortège de mondes. Quand tu lèves les yeux vers le ciel nocturne et que tu vois ces milliers de points lumineux, songe que derrière chacun, ou presque, se cachent des planètes, des mondes par milliards, jamais vus, jamais nommés. Le facteur le plus incertain de Drake, jadis, est devenu l'un des mieux établis. Les planètes abondent. Ce qui ne fait que rendre le silence plus étrange encore. On a même commencé à repérer, parmi ces innombrables mondes, ceux qui se trouvent à la bonne distance de leur étoile, dans cette zone que les astronomes appellent la zone habitable, ni trop près pour que l'eau s'évapore, ni trop loin pour qu'elle gèle, là où elle pourrait demeurer liquide à la surface. Et de tels mondes existent, on en a trouvé. Des planètes pas trop différentes de la Terre, à la bonne distance d'étoiles pas trop différentes du Soleil. La place pour la vie semble donc exister, en grand nombre, partout dans la galaxie. Les conditions sont réunies. Le décor est planté, à des milliards d'exemplaires. Et c'est justement cela qui rend le silence si déconcertant. Plus on découvre de mondes habitables, plus on s'attendrait à trouver des habitants. Et plus le vide se creuse. Et c'est justement cette incertitude qui nous ramène au silence du ciel, car les chiffres, à eux seuls, ne tranchent pas. Tant que nous ne savons pas remplir les cases vides de l'équation de Drake, nous ne pouvons pas dire si nous devrions avoir des voisins ou non. Mais il existe une autre voie pour répondre à la question, une voie qui ne se contente pas de spéculer avec des nombres. Au lieu de calculer, on peut écouter. On peut tendre vers le ciel de grandes oreilles et guetter, dans le bruit de l'univers, le moindre murmure qui trahirait une présence. C'est exactement ce que Frank Drake fit le premier, et c'est l'aventure qui occupe, depuis, des générations de chercheurs. Mais ce qu'ils ont entendu, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas entendu, n'a fait qu'approfondir le mystère. Et une seule fois, ils ont cru tenir quelque chose. Reviens avec moi en cette année 1960, dans un observatoire de Virginie occidentale. Frank Drake y braque une grande antenne radio vers deux étoiles proches qui ressemblent à notre Soleil. Son idée est simple et géniale. Si une civilisation lointaine voulait se faire connaître, elle émettrait sans doute des ondes radio, car les ondes radio traversent l'espace et les nuages de poussière sans presque s'affaiblir, et leur production ne coûte pas cher en énergie. Drake écoute donc, pendant des semaines, l'une après l'autre, ces deux étoiles, dans l'espoir de capter un signal artificiel, un motif régulier, quelque chose qui ne puisse pas être l'œuvre du hasard. Il baptise son projet Ozma, du nom d'une princesse d'un pays imaginaire. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'un être humain cherche, avec un instrument, à entendre une autre civilisation. Il n'entendra rien, sinon un faux espoir vite dissipé, dû à un avion qui passait. Mais il venait d'ouvrir une porte qui ne se refermerait plus. Il y a, dans le choix même de la radio, une logique qu'il faut comprendre, car elle révèle comment on cherche à entendre l'invisible. Pourquoi écouter des ondes radio plutôt que guetter des lumières, ou attendre des visites? Parce que les ondes radio ont des vertus rares. Elles traversent l'immensité de l'espace sans presque s'affaiblir. Elles passent à travers les vastes nuages de poussière qui voilent certaines régions de la galaxie, là où la lumière visible se perdrait. Et surtout, il est aisé d'en produire et d'en détecter, même avec une technologie modeste. Une civilisation qui voudrait se faire entendre choisirait sans doute ce moyen, le moins coûteux, le plus efficace pour franchir les distances. Drake avait même réfléchi à la fréquence précise sur laquelle écouter, en se disant qu'une civilisation cherchant à être entendue choisirait peut-être une fréquence naturelle, universelle, que tout astronome de l'univers connaîtrait, comme un point de rendez-vous évident dans le vacarme du cosmos. De cette première tentative est né tout un domaine de recherche, qu'on désigne par 3 lettres, SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre.
Depuis Drake, des chercheurs du monde entier ont consacré leur vie à scruter le ciel, avec des antennes toujours plus grandes, des récepteurs toujours plus fins, des ordinateurs toujours plus puissants. Ils ont écouté des milliers et des milliers d'étoiles, balayé d'innombrables fréquences, fouillé le bruit du cosmos à la recherche de ce motif qui dirait « Quelqu'un est là ». Pendant des décennies, des centaines de millions de personnes ont même prêté la puissance inutilisée de leurs ordinateurs domestiques pour aider à trier cet océan de données, dans un grand effort collectif tourné vers l'écoute du ciel. Et que cherchait-il, au juste? Un signal trop pur pour être naturel. Car les étoiles, les nuages de gaz, les pulsars, toutes ces sources émettent des ondes, mais brouillonnent, étalées sur de larges plages de fréquences. Un signal artificiel, lui, serait concentré sur une fréquence très précise, comme une note tenue au milieu d'un vacarme, une note que seule une volonté pourrait produire. Et il y eut un soir où ils crurent l'avoir entendue, cette note. C'était en 1977, dans un observatoire de l'Ohio, sur un radiotélescope qu'on appelait la Grande Oreille. Les données s'imprimaient alors sur de longues feuilles de papier, des colonnes de chiffres et de lettres qui mesuraient l'intensité du signal capté. Quelques jours plus tard, un astronome nommé Jerry Heyman relisait ces feuilles, parcourant les colonnes monotones où presque tout n'était que bruit de fond. Et soudain, son regard s'arrête. Une séquence se détache, une bouffée d'intensité bien plus forte que tout ce qui l'entoure, montant puis redescendant exactement comme l'aurait fait un signal venu du ciel, balayé par la rotation de la Terre. Le signal était puissant, concentré sur une fréquence étroite, exactement le genre de chose qu'on espérait. Frappé d'étonnement, Heyman entoure la séquence au stylo rouge et inscrit dans la marge un mot qui restera. Waouh! C'est ainsi qu'on l'appelle encore aujourd'hui, le signal waouh. Il faut bien mesurer pourquoi ce signal a tant frappé ceux qui l'ont étudié. Ce n'était pas un bruit vague, une bouffée parmi d'autres. Il portait en lui presque toutes les marques que l'on attendait d'un message volontaire. Sa fréquence était étroite, concentrée, comme aucune source naturelle connue n'en produit. Son intensité montait puis redescendait selon un profil exact, celui qu'aurait dessiné une source fixe dans le ciel, balayé par le lent mouvement du télescope que la rotation de la Terre entraînait. Tout, dans sa forme, ressemblait à ce qu'on espérait depuis le premier jour. Voilà ce qui rendit Heyman si troublé, au point d'entourer la séquence au stylo et d'y inscrire ce mot d'étonnement. Pendant un peu plus d'une minute, ce jour de 1977, l'appareil avait enregistré quelque chose qui avait toutes les apparences d'un appel. Imagine l'émotion de cet instant. Après des années de silence, voilà enfin quelque chose, un signal qui correspondait à presque tout ce qu'on attendait d'un message venu d'ailleurs. Il provenait d'une région du ciel dans la direction de la constellation du Sagittaire. Il était fort, net, isolé. Et puis, aussitôt, la question terrible, était-ce vraiment eux? Pour le savoir, il fallait le réentendre. On rebraqua le télescope vers la même région, encore et encore, dans les jours, les mois, les années qui suivirent. Mais le signal ne revint jamais. Une seule fois, pendant un peu plus d'une minute, le ciel avait semblé parler, puis il s'était tu à nouveau, pour toujours. Et c'est là toute la frustration du signal waouh. Un signal qu'on ne peut pas reproduire ne peut pas être confirmé. On a cherché des explications naturelles, des sources possibles, sans jamais en trouver une qui convainque tout le monde. Le signal waouh demeure, des décennies plus tard, une énigme suspendue, ni vraiment expliquée, ni jamais répétée. Un seul cri dans la nuit, peut-être, et puis plus rien. Et puisque nous parlons d'écoute, il faut dire aussi que nous n'avons pas fait qu'écouter. À quelques reprises, nous avons aussi parlé. Nous avons lancé, nous aussi, des messages vers les étoiles. Un jour de 1974, depuis un gigantesque radiotélescope niché dans une vallée de Porto Rico, les humains ont émis vers un lointain amas d'étoiles un message codé, une suite de signaux qui, traduits en images, dessinaient quelques traits de notre nature, les éléments chimiques de la vie, la forme de notre molécule d'hérédité, une silhouette humaine, notre système solaire. Un message bref, presque naïf, lancé comme une bouteille à la mer cosmique. Mais l'amas visé est si lointain que ce message mettra des dizaines de milliers d'années à l'atteindre, et qu'une éventuelle réponse en mettrait tout autant à revenir. Nous ne saurons jamais s'il a été reçu. Et puis, sur les flancs de quelques sondes que nous avons lancées vers les confins du système solaire et au-delà, nous avons gravé des images,
des sons, des cartes indiquant la position de la Terre, à l'intention de qui, un jour peut-être, les trouverait. Ces objets dérivent à présent dans le vide, porteurs de notre souvenir, voguant vers des étoiles qu'ils n'atteindront pas avant des dizaines de milliers d'années. Nous avons appris à écouter, et nous avons appris à appeler. Mais l'appel comme l'écoute se perdent, pour l'instant, dans le même silence. Alors le silence retombe, et il faut bien lui faire face. Voilà des dizaines d'années que nous écoutons, et le ciel reste muet. Cela ne prouve pas que nous soyons seuls, car nous n'avons exploré qu'une part infime du ciel, sur une part infime des fréquences possibles, pendant une durée infime à l'échelle cosmique. C'est comme si l'on avait plongé un verre dans l'océan et conclu, ne trouvant pas de poisson dans le verre, que l'océan est vide. L'absence de signal n'est pas une preuve d'absence de vie. Mais elle pèse, tout de même, sur l'esprit. Et elle nous oblige à prendre au sérieux toutes les explications possibles de ce silence. C'est ce que nous allons faire maintenant, en explorant les grandes hypothèses, une à une, en montant peu à peu vers les plus troublantes. Et la première est aussi la plus douce, la plus réconfortante. Et si, tout simplement, la vie était rare? Voici l'idée. Peut-être que le silence du ciel s'explique parce que la vie, ou du moins la vie intelligente, est un phénomène bien plus rare que ne le laissaient croire les grands nombres. Réfléchis à tout ce qu'il a fallu pour que tu existes. Il a fallu une planète à la bonne distance de son étoile, ni trop chaude, ni trop froide, pour que l'eau y reste liquide. Il a fallu une étoile stable, paisible, qui brille sans trop d'éclat pendant des milliards d'années. Il a peut-être fallu une grosse planète géante au loin, pour dévier les comètes qui auraient pu tout balayer. Il a peut-être fallu une grande lune pour stabiliser l'inclinaison de la Terre et lui donner des climats réguliers. Il a fallu un champ magnétique pour protéger l'atmosphère des vents de l'étoile. Et chacune de ces conditions, prises à part, n'est pas si rare. Mais qu'elles se trouvent toutes réunies, au même endroit, en même temps, voilà qui pourrait être beaucoup moins fréquent qu'on ne l'imagine. Et ce n'est encore que la scène. Il faut ensuite que la pièce se joue. Car même sur un monde des plus accueillants, il faut que la vie apparaisse, et nous ne savons absolument pas si cela est facile ou bien d'une difficulté extrême. Sur Terre, la vie est apparue assez tôt après la formation de la planète, ce qui pourrait laisser croire qu'elle surgit sans peine dès que les conditions le permettent. Mais nous n'avons qu'un seul exemple, et un seul exemple ne prouve rien. Peut-être que le passage de la matière inerte à la première cellule vivante est un événement si improbable qu'il ne se produit qu'une fois par galaxie, ou bien à des intervalles plus rares encore. Et même une fois la vie apparue, il a fallu, sur Terre, des milliards d'années pour qu'elle dépasse le stade de la simple cellule. Pendant l'essentiel de l'histoire de notre planète, la vie n'a été qu'un voile de microbes. Le saut vers les organismes complexes, vers les animaux, vers les êtres capables de penser, est peut-être lui aussi un goulot d'étranglement redoutable, une marche bien plus haute qu'on ne le croit. Réfléchis aussi au rôle du hasard pur dans notre propre histoire. Si la vie complexe a pu naître et prospérer sur Terre, c'est en partie grâce à des coups du sort qui n'avaient rien d'inévitable. Songe à cette catastrophe, il y a des dizaines de millions d'années, quand un astéroïde a frappé la Terre et précipité la disparition des grands reptiles qui régnaient alors sur le monde. Cet événement, qui fut une fin pour tant d'espèces, fut aussi une chance pour les petits mammifères qui vivaient dans l'ombre des géants. Libérés de leurs rivaux, ils se sont multipliés, diversifiés, et de cette lignée minuscule est sortie, après bien des détours, la branche qui mène jusqu'à toi. Si cet astéroïde était passé à côté, le monde serait peut-être encore peuplé de reptiles, et nul ne serait là, cette nuit, pour s'interroger sur le silence des étoiles. Notre existence tient à une chaîne de hasards si longue, si improbable, que la rejouer à l'identique ailleurs semble presque impensable. Et c'est peut-être l'une des clés du silence. Non que la vie soit interdite ailleurs, mais que le chemin précis qui mène jusqu'à une intelligence qui parle soit un sentier si étroit, si tortueux, que presque personne ne le suit jusqu'au bout. Cette hypothèse de la rareté a une variante célèbre, qu'on appelle parfois l'idée de la terre rare. Selon cette vision, la vie microbienne, la vie simple, pourrait bien être commune dans l'univers, tapie dans d'innombrables recoins. Mais la vie complexe, intelligente, technicienne, serait au contraire d'une rareté extrême, le fruit d'un enchaînement de circonstances si particulières qu'il ne se reproduit presque jamais. Dans cette perspective, le ciel serait peut-être plein de microbes silencieux, de tapis bactériens sur des mondes lointains,
mais vide d'interlocuteurs, vide de civilisations capables de parler. Nous serions entourés de vie, et pourtant seuls à penser. C'est une hypothèse sobre, prudente, et au fond rassurante, car elle n'exige aucune catastrophe, aucune malédiction. Elle dit simplement, nous sommes un coup de chance extraordinaire. Mais ce n'est qu'une hypothèse, et nous n'avons aucun moyen de la prouver pour l'instant. Le mystère demeure entier. Et il existe d'autres réponses, qui ne sont pas du tout aussi douces. Avant d'aller vers les hypothèses plus sombres, arrête-toi un instant, car il y a là quelque chose de tendre à contempler. Si la vie complexe est vraiment si rare, alors chaque être vivant que tu croises, chaque oiseau, chaque arbre, chaque visage humain, devient un trésor presque inconcevable, un événement que l'univers met des éons à produire. Tu n'es pas un accident banal dans un cosmos qui en regorge. Tu peux être, au contraire, l'une des choses les plus rares qui soient, une parcelle de matière qui s'est mise à penser, à aimer, à s'émerveiller, dans un univers qui, partout ailleurs, pourrait n'être que pierre et feu. Le silence du ciel, sous cet angle, n'est pas une menace. C'est un miroir qui te renvoie ta propre valeur. Mais l'esprit, jamais en repos, voudra aller plus loin, et chercher d'autres explications. Car il y en a une, redoutable, qui plane sur toutes les autres, et c'est vers elle que nous montons à présent. Cette idée porte un nom qui inspire à la fois la fascination et l'effroi. On l'appelle le grand filtre. Et je dois être tout à fait honnête avec toi, ce n'est pas un fait établi, ni même une théorie démontrée. C'est une hypothèse, une façon de penser le problème, et il est essentiel de le garder en tête. Mais c'est une hypothèse qui a de quoi donner le frisson. Voici l'idée. Imagine le chemin qui mène d'une planète morte jusqu'à une civilisation qui voyage entre les étoiles. C'est un long parcours, qui passe par de nombreuses étapes, l'apparition de la chimie, puis de la première cellule, puis de la vie complexe, puis de l'intelligence, puis de la technologie, puis enfin de l'expansion vers les autres mondes. Le grand filtre est l'idée qu'à l'une de ces étapes, au moins, se trouve une barrière presque infranchissable, un obstacle qui arrête presque toutes les formes de vie, un goulot d'étranglement si étroit que presque rien ne passe au travers. C'est ce filtre, cette barrière, qui expliquerait pourquoi le ciel est vide. Quelque chose, quelque part sur ce chemin, arrête tout le monde. Et voici ce qui rend cette idée à la fois fascinante et terrifiante. La grande question n'est pas seulement de savoir si le filtre existe. C'est de savoir où il se trouve sur le chemin. Est-il derrière nous, ou bien devant nous? S'il est derrière nous, tout va bien, en un sens merveilleux. Cela voudrait dire que l'étape difficile, l'obstacle presque infranchissable, nous l'avons déjà franchi sans le savoir. Peut-être était-ce l'apparition de la première cellule, ou le passage à la vie complexe, ou l'émergence de l'intelligence. Si la barrière est dans notre passé, alors nous sommes des survivants, des rescapés d'une épreuve qui a éliminé presque tous les autres, et l'avenir nous est ouvert. Nous serions rares, mais saufs. Mais s'il est devant nous, alors l'image est tout autre, et bien plus sombre. Cela signifierait que l'étape mortelle est encore à venir, qu'elle attend toutes les civilisations à un certain stade de leur développement, et qu'elle nous attend nous aussi, quelque part sur notre route. Pour rendre cette idée plus concrète, demandons-nous, sur le long chemin, pourrait se cacher cette barrière. Considère les grandes marches que la vie a dû gravir ici, sur Terre. La première, c'est l'apparition de la vie elle-même, le passage stupéfiant de la matière morte à la matière vivante, de la chimie qui se répète à la cellule qui se nourrit et se reproduit. Nous ne savons toujours pas comment cela s'est produit, ni si c'est facile ou d'une rareté inouïe. Voilà une candidate pour le filtre. La deuxième marche, peut-être plus haute encore, c'est le passage de la cellule simple à la cellule complexe, celle qui contient un noyau et de petits organes internes, celle dont sont faits tous les animaux et toutes les plantes. Sur Terre, ce saut n'a eu lieu qu'une seule fois, après des milliards d'années de vie microbienne, comme s'il avait fallu attendre un hasard d'une extrême improbabilité. Voilà une autre candidate, et de taille. Et il y en a d'autres encore. Le passage à la vie pluricellulaire, où des cellules s'assemblent pour former un être unique. L'apparition de l'intelligence, capable d'abstraction, de langage, d'outils. Et enfin le développement d'une technologie capable de franchir les distances entre les étoiles. À chacune de ces marches, on peut imaginer un filtre, un goulot où presque tout s'arrête. Le fait que sur Terre certaines de ces étapes n'aient eu lieu qu'une seule fois,
et après des temps immenses, nourrit le soupçon qu'elles sont, peut-être, d'une improbabilité extrême. Et si l'une d'elles est le grand filtre, alors les mondes qui ne l'ont pas franchi restent peuplés de vies simples, muettes, incapables de se signaler, tandis que les rares qui l'ont passé, comme nous, se retrouvent presque seuls. Comprends bien la logique implacable de ce raisonnement, car c'est elle qui glace le sang. Le filtre doit être quelque part, sinon le ciel ne serait pas vide. Donc, ou bien il est derrière nous, et nous sommes parmi les rares chanceux qui l'ont passé, ou bien il est devant nous, et il nous guette. Et certains pensent, hélas, que plus nous découvrons de signes qui rendent la vie probable, plus le filtre risque de se trouver devant nous plutôt que derrière. Car si la vie apparaît sans peine, si les planètes habitables abondent, si l'intelligence n'est pas si rare, alors pourquoi le ciel est-il vide? Il ne resterait qu'une explication. Les civilisations apparaissent, mais ne durent pas. Elles se heurtent, à un moment ou à un autre, à un mur qui les détruit. Voilà pourquoi le grand filtre est une idée si troublante. Selon l'endroit où on le place, il fait de nous soit des miraculés, soit des condamnés en sursis. Et nous n'avons aucun moyen, pour l'instant, de savoir lequel. Cette ombre du filtre devant nous nous conduit tout droit à une autre hypothèse, peut-être la plus sombre de toutes, et qui mérite qu'on l'examine avec gravité. Et si les civilisations technologiques portaient en elles les germes de leur propre destruction? Et si, presque toujours, une civilisation atteignant un certain niveau de puissance finissait par s'autodétruire avant d'avoir pu se répandre dans la galaxie? Songe à notre propre histoire récente. À peine quelques décennies après avoir appris à émettre des ondes radio vers les étoiles, nous avons aussi appris à fabriquer des armes capables de ravager notre propre monde. La puissance technologique croît à une vitesse vertigineuse, bien plus vite que notre sagesse. Et l'on peut imaginer que ce déséquilibre soit une loi générale, que toute espèce qui devient assez intelligente pour parler aux étoiles devienne aussi, en même temps, assez puissante pour se détruire elle-même. La fenêtre pendant laquelle une civilisation peut émettre serait alors brève, d'une brièveté tragique, refermée presque aussitôt couverte. Il y a, dans cette hypothèse, une coïncidence troublante sur laquelle il faut s'arrêter. Regarde le calendrier de notre propre histoire. C'est en quelques décennies, presque les mêmes décennies, que nous avons appris à la fois à envoyer des signaux vers les étoiles et à fabriquer des engins capables de raser nos villes. La capacité de parler au cosmos et la capacité de nous anéantir sont nées presque ensemble, comme deux fruits du même arbre, du même bond technologique. Ce n'est peut-être pas un hasard. La maîtrise de l'énergie qui permet d'émettre vers les étoiles est la même qui permet de bâtir des armes terribles. Si ce lien est une règle universelle, alors toute civilisation, au moment précis où elle devient capable de se faire entendre, devient aussi capable de se détruire. Le seuil de la parole et le seuil du danger seraient un seul et même seuil. Et beaucoup, peut-être, ne le franchiraient pas vivante. Ce n'est pas seulement la guerre qu'il faut craindre, dans cette vision. Une civilisation pourrait épuiser les ressources de son monde, le rendre invivable à force de le transformer. Elle pourrait dérégler le climat de sa propre planète, comme une maladie qui consume son hôte. Elle pourrait créer des technologies qui lui échappent et la dépassent. Les manières dont une civilisation pourrait s'effondrer sont nombreuses, et l'on n'a pas de mal, hélas, à les imaginer en regardant notre propre époque. Si ce scénario est le bon, alors le silence du ciel s'explique d'une façon glaçante. Il y a eu des civilisations, peut-être beaucoup. Elles ont brillé un instant, émis quelques signaux, puis se sont éteintes, l'une après l'autre, avant d'avoir pu coloniser quoi que ce soit. Le ciel ne serait pas vide parce que personne n'est jamais né. Il serait vide parce que tout le monde meurt trop tôt. Le cosmos serait un cimetière de civilisations, semé de mondes qui ont connu leur heure de gloire, puis se sont tus. Mais ne te laisse pas écraser par cette pensée, car elle n'est qu'une possibilité parmi d'autres, et rien ne prouve qu'elle soit vraie. C'est même l'une des grandes leçons de ce paradoxe, il nous tend un miroir. Quand nous nous demandons pourquoi les autres ont disparu, nous nous interrogeons en réalité sur notre propre avenir. Le paradoxe de Fermi, sous cet angle, n'est pas seulement une question d'astronomie. C'est une question sur nous-mêmes, sur notre capacité à durer, à passer le cap dangereux de la puissance sans sagesse. Et il y a, dans cette prise de conscience, quelque chose qui peut nous rendre meilleurs. Si le grand filtre est devant nous, alors le savoir nous donne une chance de le franchir, une chance que les autres n'ont peut-être pas eue.
Voilà une boucle que nous laisserons ouverte un moment, et que nous refermerons à la fin. Pour l'heure, montons encore d'un cran, vers des hypothèses plus étranges, où le problème n'est plus la mort, mais la distance et le temps. Car il y a une autre explication au silence, plus simple peut-être, et qui ne demande aucune catastrophe. Et si les autres existaient bel et bien, nombreux même, mais que l'univers était tout simplement trop vaste, et le temps trop long, pour que nous nous rencontrions. Reprends la mesure des distances, car elles dépassent l'imagination. L'étoile la plus proche de notre Soleil se trouve à plus de 4 années-lumière. Cela veut dire que sa lumière, qui voyage à la plus grande vitesse possible dans l'univers, met plus de 4 ans à nous parvenir. Et c'est notre plus proche voisine. Le centre de notre galaxie est à des dizaines de milliers d'années-lumière. Les confins de la Voie lactée, à 100 000 années-lumière. Un signal lancé d'un bout à l'autre de notre seule galaxie mettrait 100 000 ans à la traverser. Les distances sont telles qu'une conversation, au sens où nous l'entendons, devient presque impossible. Tu poserais une question, et la réponse arriverait des milliers d'années plus tard, à tes lointains descendants. Prends le temps de vraiment ressentir ces distances, car notre esprit, habitué aux mesures terrestres, ne les conçoit pas. Imagine que tu réduises tout le système solaire à la taille d'une pièce de monnaie posée sur une table. À cette échelle, l'étoile la plus proche se trouverait à des centaines de mètres, dans une autre rue, derrière d'autres maisons. Et la galaxie tout entière, à cette même échelle, serait plus vaste que des continents. Entre les étoiles, il n'y a presque rien, le vide, un vide d'une ampleur qui défie l'entendement. Les étoiles ne sont pas serrées comme les lumières d'une ville, elles sont éparpillées comme quelques grains de poussière dans une cathédrale immense et sombre. Traverser cet abîme, même à des vitesses qui nous semblent prodigieuses, prendrait des milliers d'années. Une civilisation voisine de la nôtre pourrait exister à quelques dizaines d'années-lumière, ce qui est tout proche à l'échelle galactique, et nous serions pourtant séparés d'elle par un gouffre que ni elle ni nous ne saurions franchir d'une vie d'homme. Et le temps joue le même tour que l'espace, peut-être plus cruel encore. La galaxie a plus de 10 milliards d'années. Notre civilisation technologique, celle qui émet des ondes radio, n'a qu'un peu plus d'un siècle. Un siècle, contre 10 milliards d'années. Imagine maintenant que d'autres civilisations soient apparues, ici et là, au fil de cette immense durée. Mais chacune ne dure qu'un temps limité, mettons quelques siècles, ou quelques millénaires, avant de se taire, de changer, de disparaître. Pour que nous entendions l'une d'elles, il faudrait que sa brève période d'émission coïncide avec notre brève période d'écoute, et que par-dessus le marché elle soit assez proche pour que son signal nous parvienne. C'est comme si, dans une immense salle obscure et silencieuse, chacun n'allumait sa lampe que pour quelques secondes, à des moments différents, à des endroits différents. La plupart des lampes se seraient allumées et éteintes bien avant que nous n'ouvrions les yeux. D'autres ne s'allumeront que longtemps après que nous nous serons tus. Nous pourrions être entourés de présence, et ne jamais croiser leur regard, faute d'être là au bon moment. Il y a, dans cette idée des lampes qui s'allument à contretemps, une mélancolie particulière qu'il vaut la peine de goûter, sans tristesse, comme on goûte la beauté d'un soir d'automne. Songe à toutes ces civilisations possibles, échelonnées le long des milliards d'années de la galaxie. Certaines ont peut-être bâti des merveilles, contemplé leurs propres étoiles, posé les mêmes questions que toi cette nuit, il y a des centaines de millions d'années, quand sur Terre il n'y avait encore que des bactéries dans les océans. Elles ont vécu, pensé, puis se sont éteintes, bien avant que le premier humain ne lève les yeux. Et d'autres, peut-être, ne naîtront que dans un futur si lointain que notre propre soleil se sera déjà éteint. Nous sommes tous des passagers d'un même grand voyage, mais montés à bord à des escales différentes, sans jamais nous croiser sur le quai. Il y a là une solitude, mais une solitude douce, presque fraternelle, celle de savoir qu'on partage avec d'autres, à travers les âges, le même émerveillement devant le ciel. Considère aussi que nous ne savons même pas comment ces autres communiqueraient, ni même comment ils seraient faits. Nous cherchons des ondes radio parce que c'est ce que nous savons produire et capter. Mais une civilisation très avancée pourrait avoir abandonné la radio depuis longtemps, au profit de moyens que nous ne soupçonnons même pas chercher des ondes radio, ce serait alors comme guetter des signaux de fumée à l'âge des satellites. Nous tendrions l'oreille dans la mauvaise direction, à l'écoute d'un langage que plus personne ne parle. Et puis, qui dit que la vie ailleurs ressemblerait à la nôtre? Nous imaginons des êtres, des intelligences,
Mais peut-être que la vie peut prendre des formes si différentes des nôtres que nous ne saurions même pas la reconnaître si nous la croisions. Notre manière de chercher est toujours modelée par ce que nous sommes, par ce que nous connaissons. Et il se peut que le cosmos parle des langues que nous n'avons pas même appris à entendre. Toutes ces hypothèses, jusqu'ici, supposent que si les autres étaient là, nous les verrions, ou que s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils n'existent pas ou plus. Mais il existe une famille d'explications bien plus étranges, qui renversent la perspective. Et si les autres étaient là, proches même, conscients de nous, mais qu'ils choisissaient de ne pas se montrer? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo, elle a quelque chose de vertigineux. Imagine une civilisation bien plus avancée que la nôtre, à un degré qui dépasse l'entendement, capable de nous observer sans que nous le sachions. Elle aurait décidé, pour une raison ou une autre, de nous laisser tranquilles, de ne pas interférer avec notre développement. Comme on protège une réserve naturelle, comme on observe des animaux sauvages sans s'en approcher pour ne pas troubler leur vie, ces civilisations nous tiendraient à l'écart, nous laissant grandir et découvrir le monde par nous-mêmes. Le ciel serait silencieux non par vide, mais par discrétion. Quelqu'un aurait éteint la lumière exprès, pour nous regarder dormir. C'est une idée séduisante, mais elle a un point faible, et il faut le dire pour rester honnête. Pour qu'elle fonctionne, il faudrait que toutes les civilisations, sans exception, respectent cette règle du silence. Il suffirait d'une seule, plus bavarde ou plus curieuse, pour briser le secret. Et il semble difficile d'imaginer que des milliers de civilisations, sur des milliers de mondes, partageant peut-être peu de choses, s'accordent toutes sans la moindre faille sur la même consigne de discrétion. C'est ce qui rend l'hypothèse du zoo fragile, malgré son charme. Pourtant, elle ouvre une porte fascinante sur une autre idée, plus subtile encore. Peut-être que les civilisations très avancées ne se taisent pas par choix concerté, mais parce qu'elles ne nous trouvent tout simplement pas intéressants. Une intelligence des millions d'années en avance sur nous pourrait nous regarder comme nous regardons une fourmilière, avec une vague curiosité, sans jamais songer à entamer la conversation. Nous serions trop primitifs pour mériter qu'on nous parle. On peut aussi retourner le problème d'une autre façon, qui touche à notre orgueil. Nous supposons, sans même y penser, qu'une civilisation avancée voudrait s'étendre, croître, conquérir, parce que c'est ce que nous ferions, nous, ou ce que nous imaginons que nous ferions. Mais cette soif d'expansion est peut-être une particularité de notre jeunesse, de notre époque, et non une loi de toute intelligence. Une civilisation très ancienne, très sage, aurait peut-être appris à se contenter de son monde, à vivre en équilibre avec lui, sans plus éprouver le besoin de s'emparer des étoiles. Elle aurait peut-être dépassé l'envie même de conquérir, comme on dépasse les jeux de l'enfance. Si c'est le cas, alors le ciel pourrait être habité par d'innombrables civilisations tout à fait heureuses, tout à fait discrètes, qui n'ont tout simplement aucune envie de partir à l'aventure ni de crier leur existence dans le vide. Le silence ne serait pas une absence de vie, mais une absence de désir de conquête. Une galaxie pleine de sagesse tranquille, chacune chez soi. Et il y a une version encore plus radicale de cette idée, qui te laissera songeur. Peut-être que les civilisations très avancées ne s'étendent pas dans l'espace comme nous l'imaginons, en colonisant des planètes les unes après les autres. Peut-être que leur évolution les conduit ailleurs, vers le dedans plutôt que vers le dehors. Une civilisation pourrait construire des mondes virtuels d'une richesse infinie, et préférer y vivre plutôt que d'affronter le vide glacé entre les étoiles. Pourquoi traverser des années-lumière de néant quand on peut créer des univers entiers à explorer chez soi? D'autres encore imaginent que les intelligences avancées pourraient se faire toutes petites, économes, discrètes, au lieu de bâtir des structures géantes qui brilleraient dans le ciel. Plus une civilisation serait avancée, peut-être, moins elle serait visible. Et alors, le silence du ciel ne serait pas le signe d'une absence, mais celui d'une présence qui a appris à ne laisser aucune trace. Le vide apparent serait le visage même de la maturité. Il faut dire que les chercheurs ne se contentent pas d'écouter des ondes radio. Certains ont imaginé d'autres traces qu'une civilisation très avancée pourrait laisser, des marques bien plus visibles que de simples signaux. On a par exemple songé qu'une civilisation assez puissante pourrait vouloir capter une part toujours plus grande de l'énergie de son étoile, en l'entourant d'innombrables panneaux ou satellites qui en boiraient la lumière. Une telle structure, immense, envelopperait peu à peu l'étoile, et de loin, nous la verrions briller d'une drôle de façon, non pas dans la lumière ordinaire,
mais surtout dans une chaleur diffuse, la chaleur résiduelle de toute cette énergie utilisée. Les astronomes ont cherché, dans le ciel, des étoiles qui présenteraient cette signature singulière, une chaleur sans lumière normale, l'empreinte possible d'un tel ouvrage. On a examiné des dizaines de milliers d'étoiles et de galaxies. On a relevé, ici ou là, quelques objets un peu étranges, dont l'éclat fluctue de façon inhabituelle. Mais chaque fois, en y regardant de plus près, on a trouvé, ou du moins fort bien deviné, une explication naturelle. Aucune de ces structures colossales n'a jamais été confirmée. Là encore, le ciel se tait. Il y a aussi, et il faut l'évoquer, l'hypothèse la plus vertigineuse, celle qui ne console pas du tout. Et si nous étions vraiment les premiers? Et si, dans cette région de l'univers, à cet instant de l'histoire cosmique, nous étions parmi les toutes premières civilisations à émerger? L'univers a 13 ou 14 milliards d'années, ce qui nous paraît immense, mais à l'échelle de la vie des étoiles, il est encore jeune. Les premières étoiles n'ont pas pu abriter de vie, car elles ne contenaient pas les éléments lourds nécessaires, le carbone, l'oxygène, le fer, qui n'ont été forgés que plus tard, dans le cœur et la mort de générations entières d'étoiles. Il a fallu du temps pour que l'univers se charge en ces ingrédients de la vie. Et il se pourrait que nous arrivions, en quelque sorte, à l'aube du grand âge de la vie cosmique, parmi les premiers invités d'une fête qui n'a pas encore vraiment commencé. Le ciel serait silencieux parce que les autres ne sont pas encore nés. Nous serions les anciens d'un univers à venir, les premiers à allumer une lampe dans une salle encore presque vide. Arrête-toi sur cette pensée, car elle inverse tout. Nous avons l'habitude de nous voir comme tardifs, comme de petits venus dans un cosmos qui nous précède de loin. Mais peut-être sommes-nous au contraire des pionniers, des aînés. Peut-être que dans des milliards d'années, quand d'autres civilisations émergeront sur des mondes encore en formation, elles scruteront le ciel à leur tour, et capteront peut-être les échos lointains de notre passage, les premières traces de ceux qui furent là avant. Nous serions alors, pour elles, les mystérieux anciens, les premiers à avoir levé les yeux. Il y a dans cette idée une responsabilité immense, et aussi une étrange grandeur. Si nous sommes parmi les premiers, alors ce que nous ferons de notre existence, de notre savoir, de notre survie, pourrait compter bien au-delà de nous-mêmes. Mais quittons les spéculations les plus lointaines, et redescendons vers une question toute simple, presque naïve, qu'on oublie souvent de poser. Et si nous ne savions tout simplement pas regarder? Car il y a quelque chose d'humble et de juste à reconnaître les limites de notre propre recherche. Nous n'écoutons le ciel avec sérieux que depuis quelques dizaines d'années. Nous n'avons examiné qu'une part minuscule des étoiles, sur une part minuscule des fréquences, pendant des durées dérisoires. Notre exploration du grand silence ressemble à celle d'un explorateur qui aurait tendu l'oreille quelques minutes au bord d'une forêt immense et nocturne, et conclut qu'elle était déserte parce qu'il n'a rien entendu. Les outils nous manquent encore, le temps nous manque, l'expérience nous manque. Il se peut très bien que les signaux soient là, autour de nous, mais que nous ne les ayons pas encore captés, faute de chercher au bon endroit, à la bonne fréquence, avec les bons instruments. Le silence que nous entendons pourrait n'être que le silence de notre propre surdité, le silence d'une civilisation qui commence à peine à apprendre à écouter. Il faut aussi mesurer combien notre vision du monde est étroite, façonnée par le seul exemple que nous connaissons. Nous cherchons une vie qui a besoin d'air, qui boit de l'eau, qui se nourrit de lumière, parce que c'est la seule que nous ayons jamais rencontrée. Mais qui sait sous quelle forme la vie peut surgir ailleurs? Peut-être existe-t-il des êtres bâtis sur une autre chimie que la nôtre, vivant dans des mers de méthane glacées, ou dans les hautes atmosphères des géantes de gaz, ou dans des conditions que nous jugerions mortelles. Peut-être que sous nos yeux, dans les données que nous recueillons, se cachent des signes que nous ne savons pas lire, parce que nous ne cherchons que ce que nous connaissons déjà. L'histoire des sciences est pleine de ces moments où l'on ne voyait pas une chose, faute d'avoir l'idée de la chercher, jusqu'au jour où un regard neuf l'a fait apparaître. Le silence du ciel est peut-être, pour une part, le silence de nos propres préjugés, de notre incapacité à imaginer l'autre tel qu'il pourrait vraiment être, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Et puis il y a tous les autres signes que nous pourrions chercher, au-delà des ondes radio. Aujourd'hui, les astronomes ont commencé à examiner l'air des planètes lointaines, ces milliers de mondes découverts autour d'autres étoiles. En analysant la lumière qui traverse leur atmosphère, on peut espérer y déceler les empreintes chimiques de la vie, des gaz qui ne pourraient exister sans elle. Ce ne serait pas un signal d'intelligence,
mais peut-être la signature d'une biologie, la preuve que la vie, au moins, existe ailleurs. Et cette quête-là ne fait que commencer. De nouveaux instruments, des télescopes d'une puissance inédite, ouvrent à peine leurs yeux sur ces mondes. Nous sommes à l'aube de pouvoir répondre, non plus par la spéculation, mais par l'observation, à la plus vieille des questions. Peut-être que de ton vivant, ou de celui de tes enfants, une trace sera trouvée. Une simple molécule, dans l'air d'un monde lointain, qui changerait pour toujours notre place dans l'univers. Il est temps, maintenant, de rassembler tout cela, et de comprendre ce que ce voyage nous a appris. Nous avons parcouru les grandes réponses au paradoxe de Fermi, et tu as dû le remarquer, aucune ne s'impose avec certitude. Peut-être la vie est-elle rare, et sommes-nous un miracle. Peut-être un grand filtre arrête-t-il presque tout le monde, et nous l'avons franchi, où il nous attend. Peut-être les civilisations s'autodétruisent-elles, brève lueur vite éteinte. Peut-être l'univers est-il trop vaste et le temps trop long pour que nos chemins se croisent. Peut-être nous observe-t-on en silence, ou nous juge-t-on sans intérêt. Peut-être sommes-nous parmi les tout premiers. Ou peut-être, tout simplement, ne savons-nous pas encore regarder. Chacune de ces réponses est plausible. Chacune éclaire une facette du mystère. Mais aucune ne le dissout. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus honnête. Le paradoxe de Fermi reste ouvert, vivant, sans solution, l'une des plus belles questions sans réponse que l'humanité ait jamais formulées. Il y a, dans cette absence de réponse, une forme de richesse qu'il faut savoir apprécier. Une question résolue est une question morte. Elle ne nourrit plus l'esprit, elle se range dans les manuels. Mais une question vivante, ouverte, comme celle de Fermi, continue de travailler en nous, de nous faire lever les yeux, de nous pousser à construire de plus grands instruments, à imaginer de nouvelles façons de chercher. Chaque génération s'en empare et y apporte sa pierre, sans jamais l'épuiser. Ce silence, loin d'être stérile, est l'un des plus féconds qui soit. Il a engendré des télescopes, des théories, des rêves, et il en engendrera bien d'autres. Tant que le ciel se taira, les hommes ne cesseront de l'interroger. Et il se peut que la réponse, quand elle viendra, si elle vient un jour, change à jamais l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et de notre place dans le grand tout. Et maintenant, referme avec moi la grande boucle que nous avons ouverte tout au début. Souviens-toi de la question de Fermi, lancée au beau milieu d'un déjeuner, où sont-ils tous? Nous n'avons pas trouvé où ils sont. Mais nous avons découvert quelque chose de plus profond. Nous avons découvert que cette question, en apparence tournée vers les étoiles, est en vérité tournée vers nous-mêmes. Quand tu demandes où sont les autres, tu demandes en réalité, sommes-nous seuls? Et derrière cette question, une autre, plus intime encore, avons-nous de l'importance? Le silence du ciel, loin de te diminuer, te révèle. Car que la vie soit rare ou commune, que les autres soient morts, cachés, ou pas encore nés, une chose demeure, certaine, sous tes yeux, à portée de ta main. Toi, tu es là. Tu existes. Tu es de la matière qui s'est organisée au point de pouvoir se demander d'où elle vient et où elle va. Tu es l'univers qui, par toi, prend conscience de lui-même et lève les yeux vers ses propres profondeurs. Songe à cela, en cette nuit, avec un cœur tranquille. Les atomes qui te composent, le carbone de ta chair, le fer de ton sang, l'oxygène de ton souffle, tout cela a été forgé dans le cœur d'étoiles mortes bien avant la naissance du soleil. Tu es fait de poussière d'étoiles, au sens le plus exact du terme. Et cette poussière, après des milliards d'années de patience cosmique, s'est rassemblée en un être capable de contempler le ciel et de s'émouvoir de son silence. Quoi de plus extraordinaire? Que tu sois seul dans l'univers ou entouré de présences lointaines et muettes, tu portes en toi le cosmos tout entier, son histoire, ses lois, sa lente marche vers la conscience. Le silence des étoiles n'est pas un abandon. C'est un espace que ta présence vient remplir, un vide où ta seule existence prend une valeur que rien ne peut diminuer. Dans tout ce grand silence, il y a au moins une voix qui s'interroge, une lumière qui veille, une conscience qui s'émerveille. Et cette voix, cette lumière, cette conscience, cette nuit, c'est toi. Et c'est peut-être, pour l'instant, la chose la plus précieuse de tout l'univers connu.